Bonjour Clémentine Beauvais. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans nos pages, mais c'est la première fois que vous passez par la case interview. Alors votre premier livre est paru en 2010, si je ne me trompe pas, et c'est en 2015 que là vous explosez. Votre nom est un peu sur toutes les bouches, à la fois des professionnels et du grand public, avec votre roman Les Petites Reines qui a reçu un excellent accueil. Il va même y avoir une adaptation ciné. De moi, ça a été annoncé par votre éditeur, par vous aussi. Il y a quelques semaines, toujours aux éditions Sarbacane, vous publiez Songe à la douceur. Et ici aussi, comme on disait il y a quelques années, la critique est unanime. Ça a explosé assez rapidement parce que le livre est à peine sorti. Beaucoup de blogueurs et de journalistes ont eu ce livre pendant les vacances. Et il y a déjà eu des premières critiques qui sont excellentes. Comment est-ce que vous voyez un peu ce parcours ? 6 ans, ça a l'impression d'être très long, mais c'est finalement très court. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'était pas vraiment c'était même pas linéaire, c'était pas une espèce d'émergence graduelle, on va dire, puisque moi, j'avais pas spécialement envisagé ce que ça pourrait vouloir dire d'exploser, comme vous dites. Et puis bon, après, c'est vrai que Les Petites Reines j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de succès l'année dernière, et donc du coup après on est à la fois plus attendu au tournant et en même temps c'est une position très privilégiée dans laquelle on peut être, puisque ça veut dire que notre livre d'après peut avoir la garantie d'être lu, quoi. Ça vous fait peur, ça, quand un livre est attendu au tournant ? Est-ce que c'est un peu ce qui effraie tous les auteurs quand un livre cartonne et le suivant, quand on l'écrit, comment ça se passe dans sa tête ? Mais je crois que oui, c'est marrant parce que j'ai lu dans l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, ça commence avec un écrivain qui est en train d'essayer d'écrire son second livre et après le succès du premier, je me disais oh là là, le pauvre chéri, enfin c'est terrible ce qui lui arrive, quoi. Et en fait, c'est vrai que après Les Petites Reines, j'ai eu quand même une angoisse de me dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant qui puisse plaire, en même temps qu'il soit complètement différent, parce qu'on ne peut pas faire la même chose, parce que si c'est même dans le même genre, il y a un risque qu'on compare, et moi je voulais pas qu'on compare de manière objective. Après, j'ai aucun problème à ce qu'on dise qu'on préfère l'un à l'autre, mais je voulais pas qu'on puisse dire voilà, elle a essayé de faire la même chose, voilà, elle se répète, etc. Donc c'était surtout ça en fait qui était angoissant, c'était de trouver quelque chose qui soit assez différent pour qu'il n'y ait pas de comparaison objective. C'est un plus que différent, parce que là, Songe à la douceur, c'est carrément un virage à 180 degrés, c'est ce qu'on dit, c'est l'expression. C'est à la fois, vous vous inspirez d'une œuvre donc d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, et de l'adaptation de Tchaïkovski qui a eu une trentaine d'années plus tard. C'est ça à peu près, je crois. Oui, je l'ai pas en tête. Et en plus, vous faites des vers libres. C'est comme ça que vous les présentez à votre éditeur, en disant, voilà, je veux faire ça, Eugène Onegin, et ce sera en vers libre. Ego. Oui, j'en avais déjà écrit 30 pages quand je l'ai écrit à mon éditeur en lui disant j'ai une idée, ça va être une adaptation d'un classique russe dont tu n'as jamais entendu parler en vers libre. Il était là, ça ne pourrait pas être pire finalement. Et donc je lui ai envoyé les 30 premières pages et il les a lues, et à partir de ça il m'a dit oui, c'est bon, on te suit. Il l'a fait lire aussi à tout le monde dans la maison d'édition. Je pense que c'était assez important d'avoir des opinions variées. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'écrire au fur et à mesure en leur envoyant toutes les 25-30 pages pour avoir l'avis de mon éditeur. Et ça, c'était vraiment un processus très différent que d'habitude. Il a été rassuré quand même quand il a vu ces pages-là ? Oui. En fait, il m'a dit que la première page, il s'est dit mais dans quoi je tombe ? Et après, il a été rassuré et ça lui a plu assez pour qu'il me dise ok, nickel, on te fait le contrat, tu continues à l'écrire. Comment vous êtes tombé sur cette histoire ? Parce que même quand vous dites à votre éditeur, tu vas lire quelque chose une histoire de Pouchkine que tu n'as jamais lue, ou peut-être que tu connais très mal. Comment vous êtes tombé sur cette histoire ? Une variété de sources différentes. Moi, j'ai fait russe au lycée, donc c'était une référence qui était présente, même si j'ai pas du tout le niveau et je l'avais certainement pas à l'époque pour le lire dans le texte de manière fluide ou agréable. Et puis plus tard, c'est par l'opéra en fait que j'y suis revenue parce que j'avais vu l'opéra, que je l'écoutais beaucoup et que je suis devenue très obsessionnelle de cet opéra. Voilà. Et après, j'ai du coup relu le roman dans plein de versions différentes, en anglais, en français, etc. Vous avez choisi effectivement de rester dans ce vers. Alors vos vers sont livres, contrairement à ce qu'écrit Pouchkine, qui lui a des vers très carrés. Est-ce que c'était une façon de rester fidèle au texte premier ? Oui, c'est une façon. En fait, quand je dis c'est une façon de,
c'était pas une intention pour moi de faire comme ou de faire un écho finalement à Pouchkine. C'est plutôt que ça s'est présenté comme ça. Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis aperçue que ça fonctionnait pas en prose. Je crois que j'ai écrit quelques petits passages en prose et puis ça fonctionnait pas. Donc je suis en fait tombée dans cette histoire de vers libre. C'était pas une intention, j'avais pas l'intention d'écrire un livre en vers. Et puis on peut rendre hommage à Pouchkine sans forcément écrire en vers. Mais là ça s'est fait comme ça, donc c'était beaucoup plus naturel, c'était pas une stratégie, disons. Mais ça vous a rajouté une difficulté, parce que déjà écrire un roman, c'est quelque chose de pas forcément très simple. Et là, il faut réfléchir à une mécanique du vers libre. Ouais, mais bon, alors je dirais pas que ça m'a rajouté une difficulté. Je pense que dans tous les projets d'écriture, de toute façon, il y a des difficultés. Dans Les Petites Reines, il fallait être drôle, il fallait continuer, il fallait avoir énormément d'énergie. C'est très très difficile ça aussi. C'est-à-dire que l'humour, c'est pas un truc facile. Il faut constamment couper les longueurs, garder cette espèce d'entrain tout le temps. Dans Comme des images, c'était d'avoir cette présence de la narratrice très glaçante, etc. Tout livre a des contraintes particulières. Celui-là, moi je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, c'était la manière d'écrire ce livre. Donc de toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi de le faire. On va raconter un peu l'histoire. Eugène et Tatiana, c'est deux jeunes gens, ce sont des jeunes adultes, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le terme. Ils se retrouvent dans le métro parisien, ils se souviennent qu'il y a 10 ans, ils ont vécu une histoire d'amour et on va essayer de comprendre à travers leurs souvenirs ce qu'il s'est passé pendant cette histoire d'amour. Qu'est-ce que ça fait écho chez vous ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a toujours emporté dans cette histoire-là. Et c'est peut-être pas un hasard qu'une autre histoire que j'adore, c'est Les Parapluies de Cherbourg, où il se passe à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a une histoire d'amour adolescente très passionnée, et puis ensuite un écart. Plus ils se revoient plus, puis ils se retrouvent. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et c'est ça, cet écart-là, c'est vraiment ce qui m'intéressait dans le livre. Et donc dans Songe à la douceur, il en est beaucoup question. Non pas de ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, parce qu'en fait on l'apprendra pas du tout, mais plutôt qu'est-ce que ces 10 ans ont changé à leur relation amoureuse. Et en même temps, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a été conservé de cette passion adolescente. Comment est-ce qu'on s'attaque à un texte comme celui-ci qui relève à la fois du roman, mais un peu, on l'a dit, d'exercice de style, même s'il est venu par la force des choses, l'exercice de style, de faire ce roman en vers libre. Comment est-ce qu'on s'attaque ? Quels sont les premiers mots que l'on pose ? Eh ben, je crois que la première phrase n'a pas changé, ce qui est pas très fréquent pour moi normalement. Bon, les premières phrases, pour moi, c'est des phrases assez jetables, donc on les met pour se mettre dans le bain. Et là, c'était directement ça, parce que leur histoire ne s'était pas terminée au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments. Il était écrit, me semble-t-il, etc. Et donc en fait, j'ai commencé finalement avec presque mon impression de lectrice et de spectatrice de Jeanne Onegin, c'est-à-dire ça c'est pas bien fini, ça c'est pas terminé comme il faut, donc on va en refaire une autre. Donc voilà, ça fait un peu allusion à ça. Et à partir de là, je suis partie dans cette idée de métro et de scènes de rencontre entre les deux personnages, et c'est parti comme ça. Après, j'ai fait une structure, je fais toujours une structure assez forte pour mes textes. De toute façon, je l'avais envoyé aussi à mon éditeur. Donc, il y avait vraiment eu un travail de squelette narratif avant de greffer là-dessus des vers. En général, j'ai toujours un synopsis pour pouvoir écrire dessus. Vous l'avez relu, la version de Pouchkine ? Est-ce qu'elle vous accompagnait pendant l'écriture, ou alors vous avez préféré la lire avant et que vous puissiez l'absorber pour pouvoir ressortir des choses? Non, je l'ai relu quand même vraiment plusieurs fois au cours de l'écriture, dans plusieurs versions, mais pas en entier. J'en lisais des petits passages par-ci par-là, et puis j'ai beaucoup revu l'opéra et réécouté l'opéra. De toute façon, c'est vraiment un opéra qui m'accompagne depuis plusieurs années, donc c'était pas une contrainte en tant que telle. Mais je suis allée le voir notamment en janvier à Londres, et je prenais des notes en même temps sur des éléments de mise en scène qui m'intéressaient. Et donc voilà, donc j'étais quand même un peu baignée toujours dans cette œuvre. Il y a quelques minutes, vous parliez d'humour aussi par rapport aux Petites Reines. Dans celui-là aussi, il y a beaucoup d'humour et le narrateur est très très présent. Et c'est même lui qui fait des notes humoristiques. C'est vous le narrateur ? Est-ce que... Alors, la narratrice. La narratrice, plutôt. Car on a une narratrice, on a un personnage féminin. Oui. Bah non, c'est pas moi, puisque moi je suis là en train de vous parler et pas dans les pages d'un livre. Mais c'est sûr que c'était un petit jeu avec le narrateur donc, de Jeanne Onegin qui est très très présent et qui fait Parce que vous vous adressez directement au lecteur en plus. Ouais, il y a un côté distanciation brechtienne. C'est ce qu'on appelle comme ça au théâtre. C'est quand les comédiens s'adressent directement au public. Ouais, casser le quatrième mur. Oui.
Oui, c'était un petit jeu, c'était rigolo, et puis c'est des processus, moi, les narrateurs et les narratrices, ça m'intéresse beaucoup en littérature. J'adore les livres où il y a des narrateurs ou des narratrices non fiables. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait un papier sur les histoires sans fin sur les narrateurs non fiables. C'est très possible, oui. Oui. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et puis là, voilà, c'était aussi une manière de mettre un peu d'air dans cette relation qui était très serrée, donc on avait d'insuffler un peu d'humour, un peu de distance. Voilà. Ça devient votre marque de fabrique, l'humour? C'est quelque chose que vous aimez mettre, que vous n'osiez peut-être pas mettre dans vos premiers textes? Oui, mais c'est vrai, ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai vu, que les premiers étaient très sérieux, et je suis pas très sérieuse en fait, donc c'est vrai que les premiers, La Pouilleuse et Comme des images, qui sont très glaçants, c'est vrai, me ressemblent moins peut-être que Les Petites Reines, principalement, et Songe à la douceur aussi, et que, notamment en Angleterre, par exemple, mes séries sont entièrement humoristiques, j'ai mes livres en France, il y en a quand même un certain nombre qui sont assez humoristiques, etc. Donc oui, c'est important, et surtout, c'est récemment, et notamment depuis le succès des Petites Reines, que j'ai remarqué à quel point les gens, ça aide vraiment les gens à entrer dans l'histoire, et ça reste avec eux de manière très palpable, l'humour d'un livre. Et peut-être que ça, je l'avais pas complètement compris au départ, que c'était pas juste un gimmick, mais que ça faisait vraiment partie de l'atmosphère du livre. Ce qui est très bizarre, parce que j'ai toujours beaucoup lu en plus des livres humoristiques, donc je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à me rendre compte. Donc oui, c'est vrai, peut-être que je suis décomplexée là-dessus maintenant. C'est compliqué l'humour à écrire? C'est compliqué l'humour à écrire. Pour moi, il y a plein de choses qui sont compliquées à écrire, et pour d'autres, peut-être que ça serait d'autres choses. Pour moi, il me semble que ça vient peut-être plus naturellement que d'autres modes d'écriture. Je pense que chaque auteur a ses préférences de style, etc., et de genre. Vous êtes professeur d'université, hein, ça on l'a dit, en Angleterre. Le roman en vers libre, c'est quelque chose que les anglo-saxons maîtrisent beaucoup plus, oui. Du moins plus connu, et surtout en littérature jeunesse. Est-ce que c'était aussi une façon d'évoquer un petit peu cette culture anglaise dans laquelle vous vivez tous les jours? Je trouve que Songe à la douceur n'est pas très anglais, et par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire. Dans l'écriture, je parle. Dans l'écriture, oui. Mais c'est vrai que le genre du roman en vers est beaucoup plus développé en Angleterre, aux États-Unis. D'ailleurs, c'est plus une surprise maintenant en Angleterre, aux États-Unis de dire c'est un roman en vers. Ah bon, d'accord, très bien. C'est plus courant, et je sais pas pourquoi il y en a pas énormément en France, donc voilà, mais il y a des très très grands auteurs de romans en vers, et en général c'est des romans qui plaisent beaucoup aux jeunes, parce que déjà peut-être parce que l'adolescence c'est le moment où on adore la poésie, tout ça, où on est très très captivé par ça, et puis ça permet une espèce d'entremêlement finalement du psychologique, de l'intrigue, de l'histoire. C'est souvent des romans historiques, ou parfois. Donc voilà, je pense que c'est un genre qui est extrêmement modulable et qui permet d'entremêler l'interne et l'externe, les états psychologiques et politiques. C'est compliqué ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont plus propices à ce genre d'exploration. Ouais. Et c'est intéressant, quand je lis des romans en vers, il peut y en avoir sur l'esclavage qui sont extrêmement intimes. C'est vraiment dans la peau des personnages, parce que le vers autorise cette espèce de fluidité. Les espacements sur la page autorisent de mettre à côté une pensée d'un personnage et ce qui se passe en même temps à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est presque un travail typographique, mais d'exploration de plusieurs états à la fois. En plus, c'est amusant parce que dans Songe à la douceur, là aussi, vous vous amusez à vous amuser avec l'objet livre, je veux dire. Certainement, on pourra passer quelques pages à l'écran. En ce moment, il y en a qui passent, par exemple. Comment est-ce que vous les avez travaillées, ces pages-là ? On les a travaillés beaucoup avec l'éditeur et une typographe professionnelle. Ouais. Parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut faire tout seul. Moi j'avais fait ça sur des pages Word avec ma propre fonction tabulation et tout, mais c'était un peu sale. Et après on a tout retravaillé ça. C'est vrai que c'était vraiment un travail de mise en page très très compliqué. On a eu plein de versions. Je crois que la dernière sur V15 ou V17, je me souviens plus exactement. Donc ça voilà, c'est Audrey Lévy, la typographe, qui l'a fait. Et on a organisé ça ensemble. Mais c'est vrai que il fallait vraiment occuper la page d'une manière pour que il n'y ait pas de détachement finalement entre le fond et la forme. La forme traduit visuellement ce qui se passe dans l'histoire. C'était très intéressant comme exercice. Un autre aussi texte chez le même éditeur, chez Sarbacane, qui s'appelle Va jouer avec le petit garçon. C'est un album cette fois-ci. On va en parler assez rapidement pour cette fin d'interview. Dites-nous tout. Clémentine, qu'est-ce que c'est Va jouer avec le petit garçon ? Il y a un titre assez inquiétant. Hein. Ouais. Je sais pas, bizarrement ça a l'air d'être mignon.
Mais il y a un côté extrêmement inquiétant dans Va jouer avec le petit garçon. En fait, ce qui est intéressant avec le petit garçon, c'est que on me demande souvent si mon écriture est autobiographique. Elle ne l'est jamais, sauf pour Va jouer avec le petit garçon. D'accord. Parce que ça vient d'un traumatisme profond d'enfance, qui est donc que j'avais des parents, des tantes, etc., qui me demandaient toujours, quand j'étais au parc toute seule, j'étais très solitaire, d'aller jouer avec le petit garçon et la petite fille qui est à côté avec son je sais pas, sa pelle, tout m'en veut et tout. On n'a absolument pas envie d'y aller et il faut absolument y aller parce que mais si, regarde, il s'ennuie et tout. Donc ça c'était quelque chose d'enfoui très profond. Et puis je me suis aperçue après une exploration de mon moi intérieur qu'il fallait que ça sorte, qu'il fallait que j'exorcise ce démon d'aller jouer avec le petit garçon. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est au parc, il est tranquille et sa mère lui dit va jouer avec le petit garçon là-bas, il est tout seul, va lui dire bonjour. Et le petit garçon déteste ça, évidemment, et il ne comprend pas en plus, parce que sa mère, lui, il lui dit pas, va jouer avec le monsieur qui est tout seul là-bas, ça se fait pas du tout. Et puis en plus, sa mère, elle lui dit tout le temps, mais surtout, ne parle pas aux inconnus, alors que là, le petit garçon, hop, elle lui dit, bah vas-y, va jouer avec lui. Mais si jamais c'était pas un petit garçon, parce que finalement, on peut pas savoir. Si jamais c'était un monstre qui avait volé la peau d'un petit garçon, et qui s'était mis dedans, se cacher, se déguiser. Si jamais il l'emmenait dans le sol, etc. Donc c'est un album qui est écrit entièrement au conditionnel, c'est très très pratique pour réviser ses conditionnels. Et voilà, sur les aventures souterraines et extraordinaires de ce petit garçon qui a été kidnappé par le monstre du bac à sable, finalement. Quelle est la suite, Clémentine Beauvais? Travaillez sur quoi en ce moment? Rien de spécial. Vous avez bien raison, reposez-vous. Non, j'aimerais bien, maintenant j'ai pas mal de désirs de collaboration ou de projets plus collectifs. Parce que de toute façon, je lis beaucoup de littérature jeunesse, j'adore ce qui se fait en ce moment. Il y a vraiment encore une fois, là ça fait 2 semaines, j'ai dû en avaler une quinzaine de bouquins que j'ai achetés en France. Et donc voilà, j'ai envie de collaborer avec des gens qui font des choses vraiment géniales en ce moment. Voilà, ça serait bien. Merci Clémentine Beauvais. Merci. À bientôt. Au revoir. Peut-être dans nos pages? Eh bah oui, bien sûr. Avec plaisir. Quand le rush de la rentrée sera fini, plus de feuilles de Clémentine arriveront. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.